bienvenue sur l'émission La Clé d'Histoire sur RCF et je vous invite à partager avec moi les hommes, les femmes, les monuments qui ont fait l'histoire du Jura. Et plus particulièrement un évêque, Monseigneur Maillet, un évêque au cœur des tempêtes, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. À la fin du XIXe siècle, l'Église et la République s'affrontent violemment dans le Jura. Un évêque va incarner cette résistance religieuse tout en bâtissant une église nouvelle. Voici le parcours de Monseigneur Maillet, un homme de foi dans une époque de tempête. Je vous rappelle qu'il va traverser la fin du Concordat, la séparation des églises de l'État, la Première Guerre mondiale et l'après-Première Guerre mondiale. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est une époque de bouleversement religieux. En effet, à la fin du XIXe siècle, l'Europe est secouée par une vague de sécularisation. L'influence de l'Église catholique décline peu à peu. Les États cherchent à affirmer leur autorité sur les institutions religieuses. En France, les tensions se cristallisent autour de l'école, de la morale et de la place du clergé dans la vie publique. La Révolution française avait déjà secoué ce lien entre l'Église et l'État. En effet, en 1790, la constitution civile du clergé impose un serment aux prêtres, non plus envers le pape, mais envers la nation, la loi et le roi. Les biens du clergé sont nationalisés. Les prêtres deviennent des fonctionnaires. S'ensuit une profonde fracture. Prêtres, jureurs contre non-jureurs. Église officielle contre église clandestine. Mais Napoléon Bonaparte, pragmatique, rétablit un certain équilibre avec le Concordat de 1801. Il fait du clergé un rouage de l'État. C'est d'ailleurs à cette époque qu'apparaît l'expression de préfet violet pour désigner les évêques, des hommes d'église, mais avant tout des fonctionnaires. Tout au long du XIXe siècle, l'influence religieuse continue à s'éroder et sous la Troisième République, la rupture devient frontale. Alors, cette République face à l'Église va générer un conflit ouvert, car la République entend malgré tout affirmer sa neutralité religieuse. En 1899, le président du Conseil, Waldeck-Rousseau, place dans son programme la lutte contre les congrégations. Il leur reproche de former deux jeunesses, l'une religieuse, l'autre laïque. Avec la loi sur les associations du 1er juillet 1901, toutes les congrégations doivent désormais être autorisées par une loi. Mais son successeur Émile Combes transfère les demandes d'autorisation au Sénat, qui bien évidemment ne les examine pas. Résultat, les congrégations non reconnues sont dissoutes, leurs biens dispersés. Le président Combes fait fermer 3000 écoles congrégalistes qui n'avaient pas demandé d'autorisation. En 1904, il fait même voter une loi qui interdit purement et simplement l'enseignement à tous les congrégalistes. Et puis, c'est le grand tournant. Le 9 décembre 1905, Aristide Briand fait voter la loi de séparation des églises et de l'État. La République ne reconnaît ni ne subventionne plus aucun culte. Les biens des églises doivent être inventoriés, transférés à des associations dites cultuelles. Les édifices religieux restant à disposition, mais sous condition. L'Église, elle, entre en résistance, voyant dans ces lois une attaque directe contre la foi. Vous êtes sur RCF, l'émission La Clé de l'Histoire, consacrée à un évêque, Monseigneur Maillet. Alors, l'arrivée de Monseigneur Maillet coïncide avec tous ces événements. Et c'est dans un climat très tendu qu'arrive notre jeune évêque, dans le Jura. Alors, je rappelle que le diocèse de Saint-Claude est relativement jeune et compte près de 400 paroisses. Quant à François-Alexandre Maillet, il est né à Bourges en 1852, dans une famille modeste, formée chez les Sulpiciens. François-Alexandre Maillet est nommé évêque en 1898. C'est vraiment une époque charnière, là où l'évêque, je le rappelle, est encore fonctionnaire de l'État. Mais le Jura est une terre de radicalisme. C'est une terre de feu politique, un bastion. C'est la patrie de Jules Grévy et du député Trouillot. Le département est un épicentre de l'anticléricalisme. À Lons-le-Saunier, à Dole, les candidats radicaux, qualifiés de rouges, enchaînent les succès électoraux. En 1905, 94 établissements religieux sont fermés dans le seul département du Jura. Monseigneur Maillet, homme de terrain, ne reste pas passif.
Il parcourt son diocèse, forme les prêtres, mais surtout entre en résistance face aux politiques laïques. Les congrégations catholiques sont visées sans relâche et les fermetures d'écoles s'enchaînent, aussi bien chez les sœurs que chez les frères. Le climat est vite étouffant. Les soldats sont même interdits de fréquenter les cercles catholiques. Les processions religieuses, bien entendu, sont empêchées. Par exemple, le 6 mars 1903, une procession à Salins dégénère en bataille rangée. Il y a aussi le combat pour l'école catholique, car le champ de bataille de Monseigneur Maillet, c'est l'école. Il fait visiter les écoles publiques par les curés, interdit certains manuels scolaires, crée les associations de pères de famille, mobilise les paroissiens. Parfois, la résistance prend des formes surprenantes. Faux bancs de mariage entre enseignants, catéchisme confisqué en cachette, prêtres infiltrant les écoles pour suivre et surveiller l'enseignement. Mais le point culminant est l'année 1906, qui est la crise des inventaires. Le Jura a été qualifié à cette époque de Petite Vendée, en référence à la crise vendéenne des années 1793-94. L'État veut recenser tous les biens des églises. Pour les catholiques jurassiens, comme pour ceux de la France entière, c'est une profanation, car même l'intérieur des églises, c'est-à-dire les tabernacles, doivent être inspectés, ce qui n'est pas concevable. La cathédrale de Saint-Claude, figurez-vous, est prise d'assaut. Les vitraux sont brisés, les autels saccagés. Le département, en référence à la Petite Vendée, devient vite le lieu où les combats s'enchaînent. Je cite quelques exemples. À Molin, le Saint-Sacrement est placé sur le toit de l'église, hors d'atteinte. Vous imaginez. À Vesques, les agents de l'État sont enfermés dans les clochers pendant que les cloches sonnent, elles, à toute volée. On pourrait encore rire. À Plane, par exemple, les villageois barricadent l'église avec d'énormes troncs d'arbres et jettent du soufre sur les gendarmes depuis le toit. À Loissia, les gendarmes doivent passer par le toit pour entrer dans l'église. Bezin exactement, où la foule est chargée. À Vendan, l'entrée de l'église est transformée en forêt de ronces et de pieux. Bonnefontaine, le curé lui-même doit passer par le clocher pour dire sa messe, tant la porte est bloquée. Et enfin, pour terminer, à l'abbaye de Grandvaux, on construit en une nuit un mur de neige que les gendarmes doivent dégager à la pelle sous la huée des fidèles. Monseigneur Maillet n'encourage pas directement ces actions, mais il ne les condamne pas non plus. Il comprend la colère de ses fidèles et il la partage. Nous poursuivons notre émission sur RCF, La clé de l'histoire, consacrée à Monseigneur Maillet, évêque de Saint-Claude, 1898-1925. Alors, Monseigneur Maillet ne va pas se laisser dépasser par les événements. Il va réorganiser son Église et en fait la rendre indépendante. Parce que finalement, cette séparation de l'Église et de l'État, quoi qu'on en dise, a donné à l'Église son indépendance. Et ça, Monseigneur Maillet l'avait parfaitement compris. Alors, après la rupture, il va s'adapter. Il organise le rachat de certains biens par des fidèles laïcs, comme le grand séminaire de Montciel ou le petit de Poligny. Il structure un financement indépendant qui deviendra le denier du culte, d'abord copié par tous les diocèses de France. En effet, le denier du culte qui existe encore à notre époque est une initiative de Monseigneur Maillet, qui a fouillé dans les archives pour voir un denier qu'il rattache au Moyen-Âge. Ce qui lui vaudra en 1923 sa nomination par le pape comme évêque assistant au trône pontifical, ainsi que le sacré pallium. Je rappelle que le sacré pallium est une bande d'étoffe blanche que les archevêques portent traditionnellement puisqu'elle est donnée par le pape et accordée exceptionnellement à des évêques méritants. Il réorganise les paroisses pour en assurer la survie avec systématiquement un desservant. L'église de Monseigneur Maillet devient plus pauvre, mais aussi plus libre. Enfin, cette grande guerre qui va aplanir les difficultés entre le religieux et le laïc. Car en 1914, Monseigneur Maillet soutient l'union sacrée. Il prie, encourage les dons, soutient les emprunts. Et d'ailleurs, 165 prêtres jurassiens sont mobilisés. Plusieurs dizaines ne reviendront jamais. Monseigneur Maillet, patriote, gagne le respect des républicains, même parmi ses anciens opposants. Enfin, dernier aspect de Monseigneur Maillet, c'est aussi un bâtisseur. Il lance en 1923
la construction de l'église votive du Sacré-Cœur à Saint-Claude. Une église moderne, en béton, chauffée au sol, inspirée de l'art roman. Elle se distingue par un profond renouvellement dans l'art du vitrail, une véritable révolution de l'image par rapport aux églises traditionnelles et par un retour à une certaine sobriété dans le décor. Un retour aux sources de l'église en quelque sorte. Achevée en 1927, peu après le décès de Monseigneur Maillet, cette église se voulait conquérante. Pourquoi ? D'abord pour son architecture et ensuite parce qu'elle est installée au cœur des quartiers populaires de Saint-Claude. Il s'agissait bien ici de ramener à la fois les masses ouvrières gagnées par le communisme ou le fascisme, puisque la Première Guerre mondiale avait bouleversé les mentalités et avait fait perdre aux gens le respect traditionnel dû à l'État. C'est un rempart spirituel. Et comme les évêques d'autrefois, Monseigneur Maillet figure dans un vitrail offrant son église au Sacré-Cœur. Enfin, pour conclure, Monseigneur Maillet est un pasteur enraciné, un évêque de combat. Il a été ferme, parfois intransigeant. Il a dénoncé le polygénisme. Il a contrôlé l'enseignement religieux. Il a combattu la déchristianisation. Mais il est aussi fidèle, tenace, enraciné dans son peuple. Il a encouragé les pèlerinages, notamment celui de Lourdes, et dans le Jura, celui de Mont-Roland. Il a mis en place des associations de bons pères de famille. Il avait mis en place en 1908. La Croix jurassienne, qu'il a renouvelée. Il a organisé des congrès catholiques dans son diocèse et soutenu activement l'association catholique de la jeunesse française parce qu'il pensait, comme les politiques, que la jeunesse, c'était l'avenir de l'Église et surtout du Jura. Il meurt en 1927 après 29 années d'épiscopat. Il laisse l'image d'un homme de combat, courageux, lucide, face aux mutations du monde. Un homme profondément lié à l'histoire d'un diocèse et à celle d'un pays, en train de redéfinir sa relation au spirituel. Merci à tous les auditeurs d'avoir écouté cette première émission, la clé d'histoire consacrée à Monseigneur Maillet, évêque de Saint-Claude, au cours des années 1898-1925. Et je vous invite à me retrouver pour une prochaine émission qui cette fois sera consacrée à un autre personnage, mais inquiétant celui-ci, Joseph Vacher, qui est aux frontières de nos régions, qui a été surnommé le tueur de bergers ou le Jacques l'éventreur du Sud-Est. C'est vraiment le premier serial killer qu'on a trouvé aux alentours de notre région.